tous, notre rendez-vous mensuel, les mardis du cinéma de l'Outre-mer, au cinéma Lincoln à Paris dans le 8e, évasion littéraire du livre au cinéma. La projection d'un documentaire sur les traces de Mona de la réalisatrice Nathalie Glaudon en présence de François Tirode Saint-Louis et de Max Sylla. Chacun à leur tour nous parleront de la légende de Eugène Mona. Ghislaine, bonjour. Bonjour. Alors on rappelle le concept les mardis de cinéma de l'Outre-mer. Bien écoutez, c'est un mardi par mois, pendant tous les 5 semaines. Et donc on présente un film normalement inédit. Dans la plupart des cas, ça l'est. Et c'est la 3e édition ce soir, donc elle a du succès, c'est superbe. Et on continue en septembre et pour toute l'année prochaine, voilà, 2012-2013. Première et deuxième édition. Oui, ça s'est très bien passé, on a été vraiment très contents. La première, c'était Macorne qui a présenté Carnaval Tropical. Et puis, il y a 5 semaines, c'était aussi un film sur la musique. Alors aujourd'hui, c'est Les Traces de Mona et ça, c'était Moon de Rivel. C'était Moon de Rivel. Voilà. Soleil levé. Soleil levé, voilà. Pourquoi l'idée justement au cinéma Lincoln? Alors l'idée au cinéma Lincoln, c'est en fait l'idée tout simplement. Il y a quelques années, nous avions créé, ce que j'ai dit l'autre fois, le festival créole, du film créole à Paris. C'était d'abord au Parnassien et puis ensuite au Comartin, les deux autres salles de notre... nous avons 3 salles, voilà. Et donc, on s'est dit qu'au Lincoln, la salle 3 se prêtait très bien à ce genre d'événement. Et du coup, on a lancé, voilà, sur les Champs-Élysées, les mardis de l'Outre-mer. En termes de communication, comment ça se passe? Comment vous travaillez? Le relais, justement, les relais, est-ce qu'il y en a? Les relais, c'est le site, bien sûr, nos 3 sites Internet. La mairie, Monsieur Canet nous aide, et donc c'est super. Et puis les productions et puis les réalisateurs eux-mêmes qui font aussi la promotion. C'est quand même pour les réalisateurs une opportunité de présenter leur film à Paris, dans une salle sur les champs. Et donc du coup, c'est tout à leur honneur. Et puis pour eux, un bénéfice total d'inviter au moins les personnes qui les aiment. Une petite question pour vous chatouiller, comme on dit. Est-ce qu'on est à Cannes? Est-ce que vous voulez avoir un peu l'esprit de Cannes avec cette vitrine au niveau du cinéma cinématographique, de tous ces auteurs, en fait, de ces réalisateurs, ces jeunes réalisateurs aujourd'hui? Non, on n'est pas à Cannes, même si on est sur les Champs-Élysées quand même. Mais en fait, ce que je souhaite quand même, c'est de montrer vraiment ce que font les jeunes, les moins jeunes, et puis surtout que diversifier, et puis savoir que les Antilles, ce n'est pas que les palmiers, il y a derrière toute une culture, une superbe culture que j'ai découverte toutes ces 10 dernières années. Et les documentaires et courts-métrages, surtout, qui sont faits par les jeunes Antillais, sont franchement de pure merveille, quoi, voilà. La sélection de tous ces courts-métrages, documentaires, parce qu'ils sont longs, c'est quand même du 50 à 52 minutes. Oui, mais il faut les voir, quoi. Alors donc, je fais un appel, voilà. Tous les jeunes réalisateurs peuvent m'envoyer leurs DVD au Parnassien. Ils me les laissent à la caisse du cinéma Les Parnassiens, 98 boulevard du Montparnasse, à mon attention, et je visionne tout. Ghislaine, Voilà. Eugène Mona, sur Les Traces de Mona, vous-même, vous connaissez l'artiste? Vous l'avez côtoyé dans son vivant? Et non, et pour moi c'est une découverte. Alors c'est super parce que justement j'apprends, moi aussi, comme les gens qui vont venir découvrir qui est Eugène Mona. Et pour moi, c'est génial, quoi, ça, on se cultive. Alors, prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous, ce sera, je pense, en septembre. La date n'est pas encore fixée, ça dépendra, j'ai une petite idée. Mais il faudra lire, évidemment, notre site, www.parnassien.com, sur la Gazette, et vous aurez la date. Ça sera un mardi, de toute façon. Bien sûr. Et on a une idée du court-métrage, du documentaire? Pas encore. Non. Alors, point d'interrogation. Point d'interrogation, j'ai tout le mois de juillet pour visionner. Vous nous souhaitez de bonnes fêtes, de bonnes vacances plutôt? Et bien sûr, de bonnes vacances, et puis on se retrouvera à la rentrée. Et là, j'aurai une programmation au moins sur les 6 prochains mois. Bonnes vacances, Ghislaine. Merci à vous aussi. Au revoir. Max Sylla, musicien, La Flûte des Mornes. Bonjour, Max Sylla. Bonjour. Alors là, vous savez qu'aujourd'hui, il y a la projection du documentaire sur la vie de l'homme engagé, Eugène Mona. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne peux que louer son œuvre et tout son parcours,
tout ce qu'il a exprimé d'authentique concernant notre identité culturelle. Et c'est pas peu dire parce que Mona incarne très bien l'homme antillais, martiniquais, recouvré dans toute sa dimension et affranchi de toutes les tares, de toutes les erreurs qui sont liées aux pressions que nous avons reçues par rapport à qui nous sommes vraiment. Par si on peut dire, ceux qui se sont imposés un ascendant sur nous, en quelque sorte. Bon, j'ai pas besoin de citer. Vous-même, Maxilla, vous avez rencontré Eugène Mona. Cette rencontre, quand vous étiez jeune, quelle a été cette influence qu'il a eue par rapport à sa musique, par rapport à son engagement avec la Flûte des Mornes, parce qu'aujourd'hui, vous suivez ses traces? Alors, j'ai rencontré Mona en décembre 1970 au Robert. Décembre 1970. Et lors d'une soirée avec l'orchestre, j'étais invité de l'orchestre La Perfecta, qui jouait au Robert à l'époque. Et à ce moment-là que Mona est venue vers moi parce que je jouais avec la flûte cubaine, la flûte de charanga. Et Mona, après ma prestation avec Perfecta, il était dans le public, il est venu vers moi, il m'a dit « Quittez-moi des flûtes, moi, je vais jouer en flûte comme ça, parce que je joue la flûte des Cubains en ébène à Saint-Clé, traversière. » Et à ce moment-là, on a eu des échanges. J'habitais à Sainte-Marie à l'époque. Je revenais de passer 6 années en France, la France du continent, je précise. Et donc, je rentrais au pays. Il est venu me voir. Et on a eu des entretiens. Et je lui ai dit, je suis en train de travailler pour valoriser notre flûte traditionnelle, notre flûte des Mornes. Et à l'époque, il avait une 4L Renault. La Renault 4L, qui n'existe plus maintenant, bien sûr. Et il avait une flûte dans le coffre de la voiture. Il m'a dit, je joue la flûte en bambou, mais c'est très limité. Et je l'ai lancé comme moi dans la musique. Et je aimé et ni en flûte en ébène qu'on est en. Alors, c'est là que je lui ai dit, je joue la flûte cubaine, cette flûte traversière en ébène à Saint-Clé, comme jouent les grands maîtres de la flûte cubaine, comme Johnny Pacheco et le flûtiste de l'orchestre Aragon, etc. Eh bien, je lui ai dit, je joue cette flûte-là, mais je suis là aussi pour valoriser notre flûte des Mornes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est côtoyés. Il est venu me voir régulièrement. Il m'a montré ce qu'il sait faire à la flûte et je l'ai encouragé à continuer, à persévérer. Il a étudié, il a travaillé, et on s'est côtoyé pendant 1 année complète. Il a parfait la maîtrise de la flûte avec moi. Donc il a souvent dit, et j'ai des articles de presse qui le prouvent, il a souvent loué le fait que je lui ai enseigné la flûte, et plus qu'enseigner la flûte, j'ai contribué à lui faire prendre conscience de la valeur de cette flûte à une époque où il cherchait sa voix, où il hésitait un peu, parce que beaucoup de gens ont cherché à le décourager, ne le comprenant pas son type d'expression musicale, à travers ses textes, ses chansons, que ce style de cette manière de jouer la flûte des Mornes, parce que justement, et à l'époque on ne disait pas encore la flûte des Mornes, on disait la toutoune bambou, c'était comme ça qu'on désignait cette flûte. Et ce que je veux dire concernant notre culture, je veux dire une chose très importante, c'est que nous exigeons, nous avons beaucoup de slogans exigeant la Martinique aux Martiniquais, etc. et bien d'autres. Et c'est très beau tout ça. Mais l'affirmation d'une culture commence par être sérieux, à être objectif. Et à ne pas raconter n'importe quoi, à respecter sa propre histoire, à respecter ceux qui représentent les valeurs de son histoire. Et donc, quand je vois que maintenant, on dit n'importe quoi, c'est ne pas se respecter soi-même. Alors, voilà ce que j'ai à dire concernant Mona. Je vais dire le reste après le film, tout à l'heure. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire concernant Mona, parce que même le film qui a été fait, si j'avais été contacté, il y aurait eu beaucoup plus d'informations là-dessus, parce que Mona n'a pas été seulement un élève, il s'est développé une amitié entre nous. On a eu énormément d'échanges entre 1970, au moment où on s'est rencontrés, et jusqu'à son départ. Par rapport aux jeunes, qu'est-ce qui reste de ces jeunes par rapport à Mona, Eugène Mona, sur ces traces de Mona pour cette jeunesse? Mona, bien sûr, il est devenu
une figure emblématique. Il est devenu une icône parce que, et à cause de son originalité, c'est l'artiste aux pieds nus et qui sortait de sa campagne du Marigot, de son jardin, et qui montait sur la scène du Grand Carbet du Parc Floral, tel quel. Et d'ailleurs, il était très décrié, très critiqué. Parce que ça m'amuse aussi maintenant, quand un individu n'est plus là, on fait ses louanges, mais souvent il était très critiqué aussi de son vivant. Et ce que je veux dire sur les traces d'Eugène Mona, après que Mona ait parlé de moi pendant plusieurs années, et pendant les 3 premières années des débuts de son succès, où moi j'étais entre-temps retourné sur le continent, parce que j'ai fait pas mal de va-et-vient entre le continent et les Antilles. Eh bien, entre-temps, quand je suis revenu en 77 en Martinique, notre député maire et poète Aimé Césaire a fait appel à mon concours pour enseigner la flûte au CERMAC. À travers son fils Jean-Paul Césaire, qui est venu me contacter pour me demander d'enseigner la flûte au CERMAC. Et il y a un atelier d'enseignement de la flûte traditionnelle qui s'est créé au CERMAC sous ma direction. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un deuxième élève très connu, Dédé Saint-Prix. Dédé Saint-Prix étudiait la flûte également avec moi. Et d'ailleurs, Dédé, j'ai été son invité à l'Atrium en 2007, lors d'un spectacle qu'il a donné au mois de mai 2007 à l'Atrium. Et il m'a invité parce qu'il m'a dit, Dédé m'a dit, Max, tu mérites qu'on te déroule le tapis rouge. Et autant Mona que Dédé, il le répète sans arrêt le rôle que j'ai joué au niveau de cette flûte. Alors, je sais qu'il y a des usurpateurs, des gens qui mettent leur ego en avant et qui racontent n'importe quoi. Et il faut que nous soyons sérieux, qu'on se respecte. Merci pour ce discours. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, Eugène Mona, vous connaissez l'artiste, l'emblématique? Tout à fait. C'est effectivement un artiste emblématique de chez nous. Il est très connu, il nous a laissé quand même un très beau héritage. Donc ce soir, je viens me ressourcer. Voilà. Merci. Au revoir. Frédéric Thiraud de Saint-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes producteur, auteur et vous avez produit un documentaire, Les années Mona. Ce documentaire sur les traces de Mona, qu'en pensez-vous donc? Ce film, c'est un film de Nathalie Gledon. C'est elle qui m'a proposé ce projet et j'en suis fier parce qu'elle a, disons, autour d'elle rassemblé tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire connaître Mona, qui ont contribué à faire connaître sa musique et qui l'ont connue et qui ont partagé des moments de sa vie. Donc c'est vrai que c'était un vrai pari de rassembler tous ces gens-là dans un film. Alors cet homme nous surprend, il nous choque, on le voit, un homme très engagé, il l'interroge. Quelle est cette personnalité d'Eugène Mona à travers son questionnement, cette recherche identitaire et culturelle? C'est un personnage un peu iconoclaste, je pense. C'est quelqu'un qui avait des convictions fortes, qui a été en harmonie avec son temps, à un moment donné où effectivement la décolonisation posait problème, elle était à bout de souffle, et puis il a aussi été rattrapé par les époques et d'autres musiques. Et donc ce film montre aussi cette cruelle désaffection du public et la façon dont lui n'a pas su aussi être en phase aussi avec son pays. Il a été en phase, il ne l'a plus été. C'est cette histoire que nous raconte Nathalie Gledon. Alors justement, un homme spirituel en harmonie avec la nature, avec une fin tragique. Comment on peut expliquer un tel comportement ? Je crois que de toute façon, c'était quelqu'un qui était hors du temps, qui était hors de la société. Donc forcément, cette société, elle broie ceux qui ne sont pas à l'identique. La différence, c'est pas quelque chose qui est très bien admis. Et quand on est dans les années 70 et on est en Martinique, forcément, à un moment donné, il se passe ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a beaucoup souffert, il a été mis à l'écart, il s'est mis à l'écart. Et puis, au bout du compte, il en est mort. Pourquoi il est mort? Je veux dire, je pense que c'est aussi une fin musicale qu'il n'a pas supportée. La référence pour les jeunes? Je sais pas. Je vais souvent en Martinique. Je suis pas moi-même martiniquais, donc je peux pas parler en leur nom. Néanmoins, je les côtoie. J'ai le sentiment que Mona est une légende, est un icône, mais il ne représente pas forcément quelque chose
sa musique, en tout cas, ne représente pas quelque chose d'extrêmement puissant pour les Martiniquais. C'est plutôt la personnalité, l'homme du refus du compromis qui fascine. La musique peut-être moins. Je dirais que contrairement au Bélé qui est vraiment repris par les jeunes, qui est adoubé, qui est une musique qui est portée par la jeunesse, l'œuvre de Mona ne l'est pas. Mais il y a un gros travail de pédagogie, un gros travail de connaissance de cette œuvre. Oui, chroniqueur d'une certaine culture, comme vous venez de dire. Pourquoi il n'a pas été compris? Qu'est-ce qui fait que justement les gens l'ont aimé, l'ont haï? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné précisément dans la vie de cet artiste? La flûte des mornes, c'est quelque chose d'extrêmement... c'est presque un peu ingrat, c'est très beau, mais c'est une forme assez... pas rudimentaire, mais assez simple d'expression. Alors, il l'avait enrichi, mais quand est arrivé le zouk, quand est arrivé des musiques électroniques, et bien alors, à ce moment-là, le public a aussi adhéré à ces musiques-là. Je dirais que l'effet révélation de la flûte des mornes a créé une adhésion, et puis d'autres musiques sont arrivées, et le public a suivi. Alors nous allons voir un extrait de la projection du documentaire sur les traces de Mona. Merci à la réalisatrice martiniquaise Nathalie Glodon. Merci au producteur de ce film, Frédéric Thiraud de Saint-Louis. Merci à Ghislaine qui nous a présenté les mardis de l'Outre-mer au cinéma Lincoln. C'est un rendez-vous mensuel que nous honorons régulièrement. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Merci à Maxilla qui était professeur de Eugène Mona. Merci à vous de votre fidélité. Merci à tout ce monde. Merci au public qui actuellement regarde la projection documentaire sur les traces d'Eugène Mona. Évasion littéraire, à la semaine prochaine. Monter, en voilà, Annie perdit la foi, on peut remonter. Tout le monde écoute Eugène Mona, mais c'est le monsieur de chez nous. C'est le nègre comme dit de chez nous. Jimmy Cliff a chanté 6 morceaux. Chaque morceau a coûté 1 million. Pour chanter pendant 60 minutes, chaque morceau a pas coûté 600 francs. Ou moi-même, faut cacher sans pitié. Faut que yo casse yo brûle yo. Prends l'affaire à nos mains dans nos mains. Et puis en union qui une motivation. Aujourd'hui, par exemple, je voyage. Et tu dis, Martine, on te rappelle Césaire. Et Mona, c'est cette même énergie. Il suffit que tu arrives dans des endroits, tu dis Mona. Les gens, ah ouais, un poète avec des tambours nu-pieds, des trucs comme ça. N'oubliez pas ce que dit Le Monde de la musique est un journal international. Une étoile du monde noir est née. C'est le musicien qui est peut-être le plus repris depuis son décès. 91, je crois que presque toutes les années, il y a un nouveau titre, un nouvel album qui sort, qui reprend un air de Mona. Vauclin, nous vivons là quand papa nous a dit. Enfance nous c'est pas une enfance qui jojo. C'est misère et en même temps c'est pas tes misères, c'était bah là qui était comme ça. Moi parti, il doit tenir 10 ans. Il passait quand ma tante moi, c'était porter manger cochon, porter manger cochon bête, faire toute bagaille qui pas l'habitude de faire. Et c'était bonne souffrance et c'était tenir une espèce de ségrégation, c'est ça qui a créé l'esclavage. Certaines familles ont beaucoup souffert
d'une discrimination interne, si j'ose dire, et que lui, à son époque, même si elle n'est pas très lointaine, il devait aussi quelque part souffrir de ses origines. Petit nègre, habillé de blanc, dans un château vert. Les 12 demi-coupés. Il allait démarrer en nouvelle vie, en notre manière de vivre. Moi, je suis parti de rien. À 15 ans, je ne savais ni lire ni écrire, ni la musique, ni rien du tout. Et à 25 ans, je savais lire, écrire et déchiffrer une partition. 10 ans après. Il était qu'à lire en pile. Il était qu'à lire en pile la Bible, il était qu'à lire en lot livre, parce qu'il était toujours à la recherche du comment, du pourquoi, comprendre les choses.